Bonjour, je m'appelle Peter Panagore. Je suis né dans le Massachusetts, dans la ville de Marlborough, et j'ai grandi dans une famille aimante. Mon père était architecte, ma mère infirmière, et ensemble, ils ont créé un foyer rempli d'affection et de sécurité. J'avais des frères et sœurs, et une enfance ordinaire jusqu'à ce qu'un événement bouleverse tout pour toujours. Ma grande sœur, Andrée, était ma meilleure amie. Je l'admirais et voulais toujours être près d'elle. Mais un jour, en rentrant de l'école, j'ai trouvé un mot posé sur la table de la cuisine. Elle avait fugué de la maison. Je n'avais que 14 ans et je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Je savais juste qu'à partir de ce moment, notre famille ne serait plus jamais la même. Mon père était désespéré. Il a parcouru le pays à sa recherche, fouillant les villes et posant des questions, mais il n'a pas réussi à la ramener. Son absence était un vide dans notre foyer. Avant cela, nous formions une famille forte et unie. Nous fêtions ensemble, nous avions des cousins proches, nous participions aux fêtes, nous cuisinions des recettes familiales. Mais après le départ d'André, tout s'est effondré. L'ambiance à la maison a complètement changé. La tristesse a envahi mes parents. On avait l'impression que l'étincelle dans leurs yeux avait disparu. Et moi, je voulais juste m'enfuir aussi. Je sentais que je devais trouver une nouvelle direction dans ma vie, quelque chose qui me sortirait de cette maison pleine de silence et de nostalgie. C'est pourquoi, dès que j'en ai eu l'occasion, je suis parti. Je voulais arrêter l'école, mais mes parents ne l'ont pas permis. Ils m'ont plutôt convaincu d'essayer un programme d'échange étudiant. C'est ainsi que quelques années plus tard, je me suis retrouvé au Montana, un endroit qui allait changer ma vie à jamais. Quand je suis arrivé au Montana, un nouveau monde s'est ouvert à moi. C'était un lieu sauvage, rempli de montagnes gigantesques, de rivières glacées et d'un ciel ouvert si vaste qu'il semblait infini. Je suis tombé amoureux de la nature et je me suis lancé dans toutes les aventures qui se présentaient. J'ai rejoint la patrouille nationale de ski, fait partie du club de sport de plein air, et j'ai passé mon temps à explorer les montagnes dès que je le pouvais. J'ai appris à survivre dans le froid extrême, à escalader et à camper dans la neige. Plus je passais de temps dehors, plus je sentais que c'était vraiment ma place. Au printemps, j'ai vu une annonce sur le panneau d'affichage du club. Un certain Tim organisait une expédition de 8 jours à ski dans l'arrière-pays canadien, suivie d'une journée d'escalade sur glace. Ça semblait être l'aventure parfaite. Je l'ai appelé tout de suite et j'ai appris qu'il n'avait pas encore trouvé de partenaire. Quand on s'est rencontrés, on a réalisé que nos compétences se complétaient bien. Je savais comment gérer les urgences parce que je faisais partie de la patrouille de ski et lui, c'était un grimpeur entraîné. J'avais déjà campé en hiver et lui aussi. On a décidé qu'on formait une bonne équipe et qu'on pouvait relever ce défi ensemble. Alors, on a pris la voiture et on est parti pour le Canada. Pendant les premiers jours, tout semblait parfait. On a skié au milieu de paysages incroyables, creusé des abris dans la neige pour dormir et affronté des défis intenses. Dès la première nuit, on a failli geler, mais on a réussi à se réchauffer grâce à nos compétences de survie. La confiance entre nous a grandi vite. Mais le vrai test restait à venir, le jour de l'escalade sur glace. C'était quelque chose de totalement nouveau pour moi. J'avais déjà grimpé des montagnes, utilisé des cordes, fait de l'alpinisme, mais je n'avais jamais affronté une paroi de glace. Ce que j'ignorais alors, c'est que cette escalade allait tout changer pour moi. Le jour de l'escalade est arrivé, et j'ai vite compris que je n'étais pas totalement prêt. J'avais de l'expérience en alpinisme, mais jamais en escalade sur glace. Pire encore, je n'avais pas l'équipement idéal. J'ai dû improviser en empruntant ce que je pouvais, utilisant une hache de glace et un marteau, au lieu des 2 piolets recommandés. Le problème avec la hache, c'est que je pouvais la planter dans la glace et lâcher la main pour me reposer. Avec le marteau, je devais le tenir tout le temps, ce qui rendait tout bien plus fatigant. Malgré tout, je me sentais confiant. Tim a accepté qu'on tente le coup et on est parti à l'ascension.
Le début a été tranquille, mais bientôt, mes bras ont commencé à brûler. L'effort constant de tenir le marteau a fait que mes muscles se sont fatigués bien plus vite que prévu. Cela nous a considérablement retardés, et alors que d'autres équipes étaient déjà en train de redescendre, nous étions encore en train de grimper. Le temps passait, et je sentais mon épuisement grandir. Mais l'escalade demandait une concentration totale. Il n'y avait pas de place pour penser au passé ou au futur, seulement à l'action qui venait, à la position exacte de mes pieds et de mes mains. Le bruit du vent, la glace qui craquait sous le matériel, la tension à chaque pas, tout cela m'immergeait complètement dans l'instant présent. Enfin, après un immense effort, nous avons atteint le sommet, mais il y avait un problème, le soleil était déjà en train de se coucher. Beaucoup d'autres équipes avaient déjà bien avancé dans leur descente et nous avions mis trop de temps. À ce moment-là, nous avons compris que nous étions en difficulté. Le problème avec l'escalade sur glace, c'est qu'on ne peut pas simplement faire demi-tour et redescendre comme sur un sentier ordinaire. La seule option pour descendre était de suivre l'itinéraire technique prévu avec des sections horizontales, des rappels et quelques courtes remontées. Mais maintenant, avec la nuit qui approchait et le froid qui devenait de plus en plus intense, chaque minute comptait. C'est là que nous avons réalisé que nous n'étions pas préparés à ce qui nous attendait. Dès que le soleil a disparu à l'horizon, le froid est devenu un véritable ennemi. En quelques minutes, la température a chuté drastiquement. Je ne saurais dire de combien exactement, mais on avait l'impression que tout autour de nous gelait à vue d'œil. Le vent coupait comme des lames de glace et nos corps ont commencé à trembler sans contrôle. L'hypothermie s'installait, et rapidement. Mes dents claquaient comme dans un dessin animé, mes muscles tremblaient et mes mains étaient si engourdies que j'avais du mal à tenir fermement. Je savais ce qui se passait grâce à mon expérience comme pisteur de ski. J'ai compris que si on ne bougeait pas vite, nos corps commenceraient à lâcher prise. Le problème, c'est que nous étions à des centaines de mètres d'altitude, coincés sur une paroi de glace et de rochers en pleine obscurité. Il fallait prendre une décision rapide. Rester là et attendre que le pire arrive n'était pas une option. Si nous restions où nous étions, nous mourrions de froid. Mais nous ne pouvions pas non plus descendre n'importe comment. Sans planification, la moindre erreur pouvait être fatale. Tim a tiré sur la corde pour commencer à préparer la descente, mais à cause du froid et de la fatigue extrême, il a fait une erreur. Au lieu d'organiser la corde correctement, il l'a tirée n'importe comment et elle s'est complètement emmêlée. C'était un gros problème. Chaque seconde perdue vidait un peu plus notre énergie. Dans l'obscurité grelottant de froid, les doigts presque engourdis, nous avons commencé la traversée jusqu'au premier point de rappel. Notre équipement métallique tintait et chaque pas demandait un effort immense. Le froid était déjà si intense que même parler devenait difficile. Ma mâchoire tremblait tellement que j'avais du mal à prononcer des mots. Quand nous sommes enfin arrivés au premier point de rappel, nous avons réalisé que nous n'avions pas pris la sangle de sécurité nécessaire pour attacher la corde à l'arbre. Pour économiser de l'argent, nous avions choisi de ne pas prendre cet équipement essentiel. Alors, au lieu de faire la procédure correcte, nous avons simplement passé la corde autour du tronc et sommes descendus ainsi, en croyant pouvoir la retirer ensuite. C'était une erreur terrible. Nous avons descendu la première partie du chemin, mais quand j'ai essayé de tirer sur la corde pour la libérer et passer au point suivant, elle ne bougeait pas. J'ai tiré à nouveau, rien. Tim a essayé avec moi, rien non plus. Nous étions coincés en plein milieu de la descente, dans le noir, en train de geler et sans corde pour continuer. À ce moment-là, j'ai compris que notre situation était bien pire que ce qu'on avait imaginé. Le froid devenait de plus en plus intense et notre énergie fondait rapidement. Nous ne pouvions plus remonter, mais nous ne pouvions pas non plus continuer à descendre. La situation devenait critique. Nous étions là, bloqués en plein milieu de la descente, incapables de libérer la corde et sans plan de secours.
Le froid devenait de plus en plus cruel, et je ne sentais déjà plus mes mains correctement. Mon corps tremblait tellement que j'avais du mal à garder l'équilibre. Il fallait prendre une décision. Si nous ne faisions rien rapidement, nous n'allions pas survivre. Alors, Tim a pris une initiative risquée. Il a décidé d'essayer de remonter pour libérer la corde avec ses propres mains. Mais il y avait un problème. Il devait grimper sans aucune protection. Je me suis allongé sur le sol et j'ai utilisé le poids de mon corps pour tendre la corde, créant un point d'appui pour qu'il puisse grimper. J'ai tenu bon pendant qu'il montait, chaque mouvement étant extrêmement difficile. Mais soudain, j'ai entendu ce que je redoutais le plus. Je suis en train de tomber. Avant que je puisse réagir, il a dégringolé. Instinctivement, j'ai roulé sur le côté, en attendant l'impact. Mais par chance, il est tombé directement dans la neige molle et n'a pas été blessé. Au milieu de la terreur, nous avons réalisé que quelque chose d'incroyable venait de se produire. Sa chute avait finalement libéré la corde. Le destin était de notre côté. Nous avions une seconde chance. Heureux, nous avons poursuivi la descente. Nous étions épuisés, mais nous savions que nous ne pouvions pas nous arrêter. Le froid s'intensifiait et nos corps étaient déjà presque à bout. Nous avons continué jusqu'à atteindre un point où la montagne n'était plus recouverte de glace, mais seulement de roches. Cela nous a donné une fausse impression de sécurité. Devant nous se trouvaient 2 pitons en fer, scellés dans la pierre, avec des anneaux métalliques et des mousquetons pour attacher la corde. C'était un lieu d'entraînement, l'un des rares endroits préparés pour une descente sûre. Si nous réussissions à passer cette étape, il ne nous resterait plus qu'une dernière marche vers la sécurité. Avec précaution, j'ai attaché un côté de la corde à mon harnais et j'ai lancé l'autre extrémité sur le côté, préparant le rappel. Mais au moment où j'ai tiré sur la corde pour commencer à descendre, quelque chose a mal tourné. La corde s'est coincée quelque part, invisible à nos yeux. J'ai tiré de toutes mes forces, rien. J'ai essayé de nouveau, toujours rien. J'ai regardé Tim et il a immédiatement compris. Nous étions bloqués une fois de plus, et cette fois, il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. Le froid commençait à m'envahir. Mon esprit semblait fonctionner de plus en plus lentement, comme s'il se déconnectait peu à peu. Je savais que l'hypothermie progressait rapidement. Mes mains ne répondaient plus correctement, ma vision commençait à se troubler et la fatigue était insupportable. La corde continuait de rester coincée. Nous avons tenté de la tirer de toutes les manières, mais elle ne cédait pas. Tim m'a regardé et j'ai vu dans ses yeux la même peur que je ressentais. Il n'y avait aucune issue. C'est alors que c'est arrivé. Au lieu de paniquer, j'ai senti un calme profond m'envahir. C'était comme si mon corps savait qu'il touchait à sa fin, et au lieu de lutter, il acceptait simplement. Je me suis souvenu d'un vieux film que j'avais vu des années auparavant, Little Big Man, avec Dustin Hoffman. Il y avait un vieil homme qui chaque jour sortait de sa tente en disant « Aujourd'hui est un bon jour pour mourir ». Ces mots ont résonné dans mon esprit. J'ai levé les yeux vers le ciel, qui ne m'avait jamais semblé aussi beau. Les étoiles brillaient avec des couleurs que je n'avais jamais remarquées. Elles avaient des tailles et des intensités différentes, comme si chacune était unique. La neige autour de nous reflétait la lumière des montagnes, et là-bas, au loin, je pouvais entendre le murmure d'une rivière coulante. Tout était incroyablement beau. Mais alors, quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. Soudain, j'ai ressenti une chaleur intense. C'était une chaleur profonde, venant de l'intérieur de mon corps, comme si le froid avait disparu. Je savais que c'était l'un des signes finaux de l'hypothermie. Les personnes qui meurent de froid sont souvent retrouvées sans vêtements, parce qu'elles ont tellement chaud à la fin qu'elles commencent à se déshabiller. Tim m'a vu ouvrir la fermeture éclair de mon manteau et a crié « Non ! Remonte-le tout de suite, tu délires !» Mais je n'y ai pas prêté attention. La chaleur était si réelle qu'on aurait dit qu'il était impossible que je sois en train de mourir de froid.
Mon esprit a commencé à ralentir encore plus, et je me suis mis à somnoler. Mais ce n'était pas un sommeil normal comme se coucher dans son lit et s'envelopper de couverture. C'était comme si un rideau tombait brusquement et que je m'éteignais simplement. Puis, quelque chose s'est produit. Cette fois, quand j'ai fermé les yeux, il n'y avait pas seulement l'obscurité. Je restais conscient, j'étais toujours moi, mais mon corps avait disparu. Je ne ressentais plus ni froid, ni vent, ni douleur, seulement un vide absolu. Pourtant, j'étais là. Ça n'a pas de sens, me suis-je dit. Où est la montagne? Où est mon corps? Pourquoi suis-je encore là? C'est alors que j'ai vu quelque chose au loin. Une petite lumière est apparue au cœur de l'obscurité, un minuscule point brillant et lointain, comme une étoile éloignée. Et soudain, elle a commencé à se diriger vers moi. Cette petite lumière distante a rapidement grandi. Elle se déplaçait à une vitesse impossible, bien plus rapide que tout ce que j'avais jamais vu. Et ce qui était le plus étrange, c'est que j'avais l'impression qu'elle savait exactement qui j'étais. Avant que je puisse penser à quoi que ce soit, j'ai été enveloppé par cette lumière. Mais ce n'était pas seulement une lumière aveuglante, c'était une présence puissante, immense, comme si elle contenait toute la connaissance de l'univers. Mais en même temps, elle était familière, comme si je la connaissais depuis toujours. D'une certaine façon, sans mot dire, cette présence m'a transmis un message. Je suis en train de t'emmener. À cet instant, j'ai su que je n'avais pas d'autre choix. Cette force était bien plus grande que tout ce à quoi je pouvais résister. Pourtant, j'ai essayé. Non, je ne veux pas y aller, ai-je pensé de toutes mes forces. Mais lutter contre cette lumière était comme essayer de retenir une vague immense avec ses mains. J'étais insignifiant face à elle. Et puis, comme si une porte s'était ouverte, j'ai été aspiré à l'intérieur de quelque chose que je peux décrire comme une cascade de lumière. Mais cette lumière n'était pas ordinaire. Elle avait des couleurs que je n'avais jamais vues, des éclats qui n'existent pas dans le monde physique. C'était hypnotisant, magnifique, indescriptible. Et à ce moment-là, toute la peur que je ressentais a disparu. Tout ce que je voulais, c'était me laisser aller. C'est alors que quelque chose d'inattendu s'est produit. Avant d'être entièrement absorbé par la lumière, j'ai été transporté dans un autre lieu. Et là, j'ai vécu quelque chose qui m'a profondément marqué. J'ai ressenti toute la douleur que j'avais déjà causée aux autres, chaque parole dure que j'avais déjà prononcée. Chaque fois que j'avais blessé quelqu'un, chaque mauvaise attitude, j'ai tout éprouvé du point de vue de l'autre. C'était comme si un instant j'étais devenu chacun d'eux et que j'avais ressenti la tristesse que j'avais provoquée. Mais en même temps, j'ai réalisé une chose. Il n'y avait aucun jugement. La lumière, cette présence immense, n'était pas là pour me condamner ou me punir. Elle me montrait simplement qui j'étais vraiment. Puis j'ai été emmené encore plus loin. Soudain, je pouvais voir l'univers entier. Pas seulement la Terre, mais les galaxies, les étoiles, tout. Et j'ai compris qu'il y avait tellement plus que ce que nous pouvons imaginer. D'autres univers, d'autres mondes, et chacun faisait partie de quelque chose de plus grand, quelque chose d'impossible à décrire avec des mots. Au milieu de tout cela, j'ai vu la Terre de loin. J'ai vu toutes ces personnes, et chacune d'elles, sans exception, portait en elle une lumière dorée. C'était comme si chacune détenait un fragment de cette présence divine, sans en avoir conscience. Puis, la voix qui me guidait a dit quelque chose qui a résonné en moi. Tous sont mes bien-aimés. À cet instant, j'ai compris que l'amour de Dieu était infini. Il ne se réservait pas à quelques-uns. Il ne dépendait pas de ce qu'une personne croyait ou faisait. Il était pour tous, sans exception. C'est alors qu'une pensée m'est soudain venue à propos de mes parents. À ce moment précis, j'ai vu leur visage. J'ai vu toute la souffrance qu'ils avaient déjà traversée à cause de la perte de ma sœur. Si je devais mourir là-bas, ils souffriraient encore davantage. Alors, pour la première fois, je posais une question à Dieu. Dois-je partir ?
Et la réponse est venue aussitôt. Pourquoi? Parce que mes parents ont déjà perdu ma sœur. Si je pars maintenant, ils ne pourraient pas le supporter. À cet instant même, j'ai été arraché à cette vision de l'univers. C'était comme si j'étais ramené ailleurs, et c'est alors que j'ai réalisé que j'avais un choix devant moi. D'innombrables portes sont apparues, chacune, représentant un chemin, une vie différente. La voix a dit une chose, choisis. Chacune semblait mener à une vie distincte. C'était comme si j'étais arrivé à un moment où je pouvais choisir une nouvelle façon d'exister. Je pouvais simplement franchir l'une de ces portes et recommencer, mais dans le même temps, je sentais la présence de cette voix divine autour de moi. Elle m'enveloppait d'un amour infini, et sans prononcer un mot, elle m'a fait comprendre que ce qui comptait le plus, ce n'était pas la vie que je choisirais, mais ce que je choisirais d'être. La voix m'a dit « Choisis, mais choisis la lumière ». Pendant un moment, j'ai été partagé. Une partie de moi voulait choisir la lumière, se livrer complètement à 100%. Mais une autre partie ressentait encore le désir de rester qui j'étais, d'avoir de la liberté, de pouvoir vivre en autonomie. Alors, j'ai fait quelque chose que j'ai du mal à expliquer. J'ai choisi, mais pas entièrement la lumière. J'ai opté pour une porte qui se trouvait un peu en marge de cette brillance absolue. Je voulais garder un peu d'identité, un peu de moi-même. Et au moment où j'ai pris cette décision, j'ai été de nouveau aspiré. La descente a été rapide, intense, comme si j'étais propulsé à travers un tunnel d'énergie. Et soudain, j'ai été obligé de rentrer dans mon corps. C'était une sensation horrible. Avant, je me sentais libre, étendu, faisant partie de quelque chose d'immense. Maintenant, j'étais de nouveau comprimé dans un espace minuscule. C'était comme si j'étais un génie forcé de rentrer dans une bouteille. Toute la douleur est revenue, le froid, le poids de mon corps, la limitation de la matière. Et alors, j'ai entendu un cri. « Tu étais mort, mon Dieu, tu étais mort !» J'ai ouvert les yeux et j'ai vu Tim. Il pleurait et tremblait, me regardant comme s'il voyait un fantôme. Je n'arrivais toujours pas à comprendre ce qui s'était passé. Mon corps me faisait mal, ma tête tournait, et je me sentais encore étrange, comme si j'étais à deux endroits à la fois. Une partie de moi était encore connectée à cet autre monde, à cette lumière. Tim m'a tiré désespérément, tirant sur la corde. Mon esprit était encore un peu ailleurs, mais j'ai obéi. J'ai pris la corde et j'ai tiré. Cette fois, elle s'est détachée facilement, comme si elle n'avait jamais été coincée. Sans perdre de temps, nous sommes descendus aussi vite que possible. Nous tremblions, épuisés, à bout de force. Quand nous sommes enfin arrivés au campement, nous sommes entrés dans la tente et avons tout fait pour retrouver la chaleur de nos corps. Nous avons fait bouillir de l'eau, bu lentement, nous sommes enroulés dans les sacs de couchage et avons attendu que le soleil se lève. J'ai survécu, mais je savais que je ne serais plus jamais le même. Le jour suivant, alors que nous rentrions, le monde autour de moi semblait différent. Le soleil se levant à l'horizon, les champs au bord de la route, les nuages dans le ciel, tout semblait artificiel. C'était comme si je découvrais la terre pour la première fois. Après avoir vécu quelque chose de tellement plus grand, j'avais l'impression d'être piégé dans un monde d'ombre et d'images déformées. La clarté et la lumière que j'avais perçues pendant cette expérience me semblaient tellement plus réelles que, comparé à cela, la vie ici paraissait terne. C'est là que j'ai compris que je n'appartenais plus entièrement à ce monde. Après cette nuit passée dans les montagnes, je n'ai plus jamais été le même. Quelque chose en moi avait changé à jamais. J'étais mort et revenu à la vie, mais le problème, c'était que je ne pouvais en parler à personne. Dans la voiture, alors que nous rentrions chez nous, Tim racontait comment nous avions failli mourir, le froid glacial, le danger que nous avions affronté. Moi, je restais silencieux. Je voulais raconter ce qui s'était vraiment passé. Je voulais dire que j'étais sorti de mon corps, que j'étais entré dans la lumière, que j'avais vu l'univers tout entier et ressenti un amour infini. Mais comment expliquer une telle chose?
qui me croirait? Alors j'ai choisi le silence. Pendant des années, j'ai gardé tout cela pour moi. Le monde autour de moi semblait différent. Les couleurs paraissaient moins vives, les sons paraissaient assourdis. C'était comme si j'étais enfermé dans une réalité plus petite, moins intense que celle que j'avais connue. Mais ce qui a été le plus difficile à gérer, c'était le manque. Je voulais revenir. Chaque jour, je pensais, pourquoi suis-je ici? Pourquoi ne suis-je pas resté dans la lumière? Je n'avais pas peur de la mort. Au contraire, je souhaitais mourir. Mais en même temps, je savais que ma vie avait un sens. J'avais choisi de revenir, alors je devais trouver une raison d'être ici. J'ai commencé à chercher des réponses. J'ai lu tout ce que je pouvais sur la spiritualité, la philosophie, les religions du monde. J'ai étudié les grands penseurs, depuis les textes de l'Inde jusqu'aux poètes et mystiques de l'Occident. Je voulais comprendre ce qui m'était arrivé. Mais au final, la seule chose qui comptait vraiment, c'était ce que je savais déjà, le sens de la vie et l'amour. Ce que j'avais appris dans la lumière était simple. Nous portons tous cette étincelle divine en nous. Nous sommes tous aimés, quels que soient nos actes ou nos manquements. Et cette vérité a complètement transformé ma façon de voir les autres. J'ai commencé à percevoir la lumière qui brille en chacun. Cela ne signifie pas que la vie est devenue facile. J'ai encore eu des moments de douleur, j'ai encore affronté des défis. Mais maintenant, je savais que tout faisait partie de quelque chose de plus grand. Et chaque jour, je me répétais la phrase que j'avais entendue dans un film il y a des années, « Aujourd'hui est un bon jour pour mourir ». Mais pas parce que je voulais mourir, mais parce que je savais où j'irais quand mon heure viendrait. Je sais que personne ne sort d'ici vivant, mais je sais aussi que la mort n'est pas la fin. La vie continue, et un jour, nous rentrerons tous à la maison. La fin du voyage est le début d'une nouvelle vie. Survivre à cette expérience m'a offert une nouvelle perspective sur la vie, la mort et tout ce qui existe au-delà de ce que nous pouvons voir. J'ai appris que la mort n'est pas une fin, mais un retour à la maison. J'ai compris que nous portons tous en nous une étincelle divine, un fragment de cette immense lumière que j'ai vue. Et qu'au final, ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les choses que nous avons conquises, ni les titres que nous détenons, mais l'amour que nous laissons derrière nous dans le monde. Ce chemin m'a enseigné que nous sommes ici pour une raison, et que même dans les moments les plus difficiles, il y a quelque chose de plus grand qui nous guide. La vie est une aventure passagère, mais ce que nous sommes vraiment est éternel. Si cette histoire t'a touché d'une manière ou d'une autre, si elle t'a fait réfléchir sur la vie et ce qui existe au-delà, alors je t'invite à poursuivre ce chemin avec moi. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Merci beaucoup d'être là et souviens-toi, un jour, nous rentrerons tous à la maison.